Le héros oublié qui a sauvé 100 000 juifs des nazis. L'opération secrète de Shun Sugihara au cours de l'été étouffant de 1940. Alors que le monde était au bord du chaos, une silhouette solitaire se tenait à la fenêtre d'un modeste consulat à Kona, en Lituanie. Shun Sugihara, un diplomate japonais d'une trentaine d'années, regardait la rue animée en contrebas, les sourcils froncés d'inquiétude. L'air était chargé de tension et des murmures d'une catastrophe imminente résonnaient dans les ruelles pavées de la vieille ville. Sugihara avait toujours été un homme routinier, trouvant du réconfort dans la prévisibilité de la vie diplomatique. Chaque matin, il se levait avec le soleil, enfilait son costume soigneusement repassé et se dirigeait vers le consulat. Là, il passait ses journées à étudier des rapports, à rédiger une correspondance éloquente et à naviguer dans les subtilités délicates des relations internationales. Mais ce matin-là, alors qu'il sirotait son thé vert et se préparait pour une nouvelle journée de paperasse, il n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le premier indice des événements extraordinaires à venir est arrivé par un léger coup frappé à la porte du consulat. L'assistant de Sugihara, un jeune Lituanien nommé Jonas, entra avec un air d'appréhension sur le visage. « Monsieur, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il y a une foule qui se rassemble dehors. Il demande à vous parler. » Curieux et légèrement inquiet, Sugihara se dirigea vers l'entrée. En ouvrant la lourde porte en bois, il fut confronté à un spectacle qui le hanterait pendant des années. Des centaines de personnes, le visage marqué par la peur et le désespoir, se tenaient devant lui. Hommes, femmes et enfants de tous âges, serrant dans leurs mains des valises usées et des paquets de biens rassemblés à la hâte, le regardaient avec des yeux suppliants. Un homme s'avança de la foule, la barbe striée de gris et les yeux fatigués par les nuits blanches. « Monsieur Sugihara, dit-il d'une voix chevrotante, nous sommes des Juifs qui ont fui la Pologne. Les nazis arrivent et nous n'avons nulle part où aller. Nous avons entendu dire que le Japon pourrait nous accorder des visas de transit. Vous êtes notre dernier espoir. » À ce moment-là, alors que Sugihara regardait dans les yeux de l'homme et voyait le reflet d'innombrables âmes en jeu, il sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. Il savait que ses prochaines actions détermineraient le sort de ces personnes et potentiellement de milliers d'autres. Sugihara a invité l'homme, qui s'est présenté comme Zorak Waraftig, dans son bureau. Alors qu'il était assis l'un en face de l'autre, le vacarme de la foule anxieuse filtrant à travers les fenêtres, Waraftig expliqua la situation désastreuse. L'Union soviétique avait annexé la Lituanie et les Juifs qui y avaient trouvé refuge étaient désormais pris au piège. Leur seul espoir de s'échapper résidait dans l'obtention de visas de transit à travers le Japon pour atteindre des côtes plus sûres. Pendant que Sugihara écoutait, son esprit s'emballait. Il savait que délivrer des visas sans autorisation appropriée de Tokyo pourrait mettre fin à sa carrière, déshonorer sa famille et potentiellement mettre sa propre vie en danger. Le gouvernement japonais avait une politique d'immigration stricte et ses relations avec l'Allemagne nazie étaient délicates. Mais alors qu'il regardait Waraftig et pensait au visage désespéré dehors, il savait qu'il ne pouvait pas leur tourner le dos. « Je ferai ce que je peux », a déclaré Sugihara, sa voix ferme et déterminée. « Revenez demain et amenez autant de personnes que possible. Nous commencerons le processus de visa. » Cette nuit-là, alors que Sugihara était couché à côté de sa femme, Yukiko, il partagea les événements de la journée et sa décision. Yukiko, une femme d'une grande compassion et d'une grande force, a pris la main de son mari et lui a dit « Tu dois faire ce que ton cœur te dit de bien. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Sugihara arriva au consulat avant l'aube. Alors que le soleil se levait sur Kona, projetant de longues ombres sur les rues pavées, il trouva une foule encore plus nombreuse qui l'attendait. Des hommes en costumes usés, des femmes serrant leurs enfants contre leur poitrine, des couples de personnes âgées se soutenant mutuellement, tous avec le même regard d'espoir désespéré. Sugihara a travaillé sans relâche, ses mains se serrant alors qu'il remplissait visa après visa. Chaque document ne représente pas seulement un individu, mais des familles entières et des générations futures. Au fil des jours, la nouvelle s'est répandue que le diplomate japonais offrait une bouée de sauvetage à ceux qui fuyaient les persécutions nazies. Le consulat est devenu une lueur d'espoir dans un monde qui s'assombrit. Le petit bureau de Sugihara était constamment rempli, l'air chargé d'odeurs mêlées de sueur, de peur et d'espoir fragile. Il travaillait du lever du soleil jusqu'à minuit passé, ne s'arrêtant que pendant de brefs instants pour manger les repas que Yukiko lui apportait ou pour masser sa main douloureuse. Pendant qu'il travaillait, Sugihara écoutait les histoires de ceux qui l'aidaient. Il y avait Sarah,
une jeune mère qui avait fui Varsovie avec son bébé attaché sur sa poitrine, marchant pendant des jours à travers forêts et champs pour atteindre la Lituanie. Il y avait David, un violoniste renommé qui avait joué pour des rois et des reines, désormais réduit à transporter son précieux instrument dans un étui en lambeaux alors qu'il cherchait à se mettre en sécurité. Et il y avait le vieux rabbin Lévi, dont les mains ridées tremblaient lorsqu'il recevait son visa, des larmes de gratitude coulant sur ses joues burinées. Chaque histoire renforçait la détermination de Sugihara, même si les risques de ses actes devenaient de plus en plus évidents. Il a reçu de sévères avertissements de la part de ses supérieurs à Tokyo, lui ordonnant de cesser de délivrer des visas sans autorisation appropriée. Mais Sugihara a choisi de suivre sa conscience, répondant par de vagues assurances tout en poursuivant son travail de sauvetage. La pression était immense. Sugihara a perdu du poids, des cernes se sont formées sous ses yeux alors qu'il repoussait ses limites. Yukiko a travaillé à ses côtés, aidant à organiser les foules, offrant des mots de réconfort aux personnes désemparées et soutenant son mari pendant les longues et épuisantes journées. À mesure que juillet se transformait en août, la situation devenait plus désespérée. Les informations faisant état des avancées nazies ont semé une vague de panique dans la communauté juive. La main de Sugihara bougea plus vite, sa signature devenant floue alors qu'il courait contre la montre. Puis, le 7 août, arriva la nouvelle qu'ils redoutaient tous. L'Union soviétique, qui avait annexé la Lituanie, ordonna la fermeture de toutes les ambassades étrangères. Sugihara avait moins d'un mois pour aider autant de personnes que possible avant d'être contraint de partir. Les semaines suivantes furent marquées par des nuits blanches et un travail incessant. Sugihara quitta à peine le consulat, prenant de brefs instants de repos sur un petit lit de camp dans son bureau. La file de personnes en quête de visa semblait interminable, s'étendant autour du pâté de maisons et au loin. Alors que la date limite approchait, Sugihara prit une décision fatidique. Il ne cessera de délivrer des visas qu'au tout dernier moment. Alors même que lui et Yukiko faisaient leurs valises, se préparant à quitter Kona, il continuait à écrire et à tamponner des documents. Le matin du 31 août 1940, Sugihara se tenait sur le quai de la gare de Kona. La scène était celle d'un chaos contrôlé, avec des centaines de personnes se pressant, désespérées d'avoir une dernière chance de salut. Alors que le train commençait à avancer, Sugihara se pencha par la fenêtre, toujours en train d'écrire des visas. Il les a jetés à la foule, les bras endoloris, les yeux brouillés par la fatigue et les larmes retenues. Alors même que le train prenait de la vitesse, il poursuivait son travail, déterminé à sauver le plus de vies possible jusqu'à la dernière seconde. Le train a disparu au loin, laissant derrière lui un héritage qui restera caché pendant des décennies. En un peu plus d'un mois, Sugihara avait délivré plus de 2000 visas, chacun représentant non seulement un individu, mais des familles entières et des générations futures. Alors que le train les éloignait de Kona, Yukiko serrait contre elle son mari épuisé. « Tu as fait tout ce que tu pouvais » murmura-t-elle, sa voix remplie de fierté et d'amour. Sugihara hocha la tête, les yeux fermés, son esprit toujours occupé par les visages de ceux qui l'avaient aidé et de ceux qu'il avait été forcé de laisser derrière lui. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait dans son cœur qu'il avait fait la bonne chose. Le voyage de retour au Japon fut long et semé d'embûches. Alors qu'il voyageait à travers l'Union soviétique puis à travers l'Europe déchirée par la guerre, Sugihara et Yukiko ont été témoins de la dévastation qui balayait le continent. Chaque bâtiment bombardé, chaque camp de réfugiés qu'ils traversaient renforçait l'importance de ce qu'il avait fait à Kona. À leur retour au Japon, toutes les conséquences des actions de Sugihara devinrent claires. Il a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il a fait face à un panel de supérieurs au visage sévère. Ils l'ont réprimandé pour avoir désobéi aux ordres, pour avoir potentiellement compromis la position diplomatique du Japon, pour avoir agi sans autorisation. Sugihara se tenait devant eux, le dos droit, le regard inébranlable. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer ses actions, il a parlé simplement et avec son cœur. « J'ai peut-être désobéi à mon gouvernement, a-t-il déclaré, mais je ne pouvais pas désobéir à ma conscience. J'ai fait ce que je croyais être juste en tant qu'être humain. » Ces paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Les responsables du ministère l'ont informé que sa carrière dans le service diplomatique était terminée. Sugihara a été contraint de démissionner, ses années de service et de dévouement mises de côté en raison de son acte d'humanité. Les années suivantes furent difficiles pour la famille Sugihara. Ils avaient du mal à joindre les deux bouts, Shun acceptant une série de petits boulots pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Il a travaillé comme traducteur,
ouvrier d'usine et vendait même des ampoules en porte-à-porte. L'homme qui avait autrefois évolué dans les cercles diplomatiques avait désormais du mal à mettre de la nourriture sur la table. Mais malgré tout cela, Sugihara n'a jamais regretté ses actes à Kona. La nuit, alors qu'il restait éveillé en s'inquiétant de l'avenir, il pensait au visage de ceux qui l'avaient aidé et trouvait de la force en sachant qu'on leur avait donné une chance de vivre. Les années ont passé et le monde a lentement commencé à guérir des blessures de la guerre. Sugihara et sa famille ont finalement trouvé une certaine stabilité, s'installant dans une vie tranquille dans une petite ville à l'extérieur de Tokyo. Il parlait rarement de son séjour en Lituanie, portant en silence le poids de ses actions. Mais les graines de son courage avaient pris racine. À l'insu de Sugihara, les personnes qu'il avait sauvées, qui se comptent désormais par dizaines de milliers si l'on considère les descendants, ont commencé à rechercher l'homme qui leur avait donné une seconde chance dans la vie. Ce n'est qu'en 1968, près de 3 décennies après ses jours fatidiques à Kona, que l'histoire de Sugihara a commencé à émerger. Joshua Nishiri, un diplomate israélien en poste à Tokyo, avait entendu des rumeurs selon lesquelles un Japonais aurait sauvé des Juifs pendant la guerre. Après des mois de recherche, il a finalement retrouvé Sugihara. La rencontre entre Nishiri et Sugihara a été émouvante. Alors que Nishiri expliquait qu'il était l'une des nombreuses personnes que Sugihara avait sauvées, le diplomate normalement stoïque fondit en larmes. Pour la première fois depuis des années, il s'est permis de se remémorer ses jours désespérés à Kona, les visages de ceux qui l'avaient aidé, le poids des décisions qu'il avait prises. La découverte de Nishiri a déclenché une chaîne d'événements qui allait enfin mettre en lumière l'héroïsme de Sugihara. Les survivants ont commencé à se manifester, partageant leurs histoires sur le diplomate japonais qui les avait sauvés d'une mort certaine. Le monde a lentement commencé à découvrir le héros discret qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. En 1984, Yad Vashem, le mémorial officiel israélien dédié aux victimes de l'Holocauste, a reconnu Shun Sugihara comme juste parmi les nations. C'était une reconnaissance attendue depuis longtemps de son extraordinaire courage et de son humanité. Sugihara, aujourd'hui octogénaire, s'est rendu à Jérusalem pour la cérémonie. Alors qu'il se tenait devant un rassemblement de survivants et de leurs descendants, il a été bouleversé par l'impact de ses actes. Des milliers de personnes étaient en vie grâce au visa qu'il avait délivré il y a toutes ces années. Un à un, les survivants se sont approchés pour le remercier. Il y avait Soli Ganor, qui était adolescente à Kona lorsque Sugihara lui délivra un visa. Maintenant un homme adulte avec ses propres enfants et petits-enfants, Ganor embrassa Sugihara, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, dit-il. Vous avez sauvé des générations. » Une autre survivante, Maria Kaminska, présenta à Sugihara un livre contenant les noms de plus de 800 juifs polonais qui s'étaient enfuis par le Japon grâce à ces visas. Chaque nom dans ce livre représente une vie sauvée, une famille continuée, un avenir rendu possible, a-t-elle déclaré, la voix étranglée par l'émotion. Alors que Sugihara regardait la mer de visages, il fut frappé par l'énormité de ce qu'il avait fait. Chaque personne représentait non seulement une vie sauvée, mais des arbres généalogiques entiers qui avaient pu croître et s'épanouir. Dans son discours de remerciement, Sugihara est resté humble. « J'ai peut-être tendu la main, mais ce sont eux qui l'ont saisi », a-t-il déclaré. Leur courage, leur détermination à vivre, voilà la véritable histoire de l'héroïsme. La reconnaissance de Yad Vashem a marqué un tournant. L'histoire de Sugihara a commencé à se répandre, captivant l'imagination des gens du monde entier. Des livres ont été écrits, des documentaires ont été réalisés et son acte de courage est devenu un symbole d'espoir et d'humanité face à un mal indescriptible. Mais même si les distinctions affluaient, Sugihara restait le même homme humble et de principe qu'il avait toujours été. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait tout risqué pour aider des étrangers, il répondait simplement « C'étaient des êtres humains et ils avaient besoin d'aide. Je suis heureux d'avoir trouvé la force de prendre la décision de la leur donner. » Sugihara est décédé en 1986 à l'âge de 86 ans. Ses funérailles ont réuni non seulement sa famille et ses amis, mais aussi de nombreux survivants et leurs descendants. Ils sont venus du monde entier pour rendre hommage à l'homme qui leur avait fait don de la vie. Mais l'histoire de Shun Sugihara ne s'est pas terminée avec sa mort. En fait, le chapitre le plus étonnant restait à révéler. En 2018, plus de 30 ans après le décès de Sugihara, une découverte remarquable fut faite. Dans un vieux grenier de Tokyo, caché depuis des décennies, un journal intime a été retrouvé. Il appartenait à Yukiko Sugihara, l'épouse de Shun et partenaire de son travail de sauvetage.
Le journal, aux pages jaunies par le temps mais à l'encre encore claire, contenait un secret gardé depuis plus de 70 ans. En traduisant soigneusement les entrées, les chercheurs ont découvert une vérité qui allait ébranler la compréhension du monde sur les actions de Sugihara. L'entrée finale, datée de quelques semaines seulement avant la mort de Yukiko, disait « Aujourd'hui, je dois avouer la vérité que Shun et moi avons gardé cachée pendant si longtemps. Le nombre de visas que nous avons délivrés ne se comptait pas en milliers, mais en dizaines de milliers. Nous ne nous sommes pas arrêtés à 2000. En secret, en travaillant toute la nuit, en falsifiant des documents et en sollicitant toutes les faveurs possibles, nous avons réussi à sauver plus de 100 000 âmes. Le risque était immense, tout comme la récompense de chaque vie épargnée. Nous savions que si jamais cette information était révélée alors que la guerre faisait rage, cela signifierait une mort certaine pour nous et éventuellement des représailles contre ceux que nous avions sauvés. Nous avons donc réduit les effectifs, caché la véritable ampleur de notre opération, même à ceux que nous avons aidés. Aujourd'hui, alors que j'arrive à la fin de ma vie, je sens que le monde doit connaître toute l'étendue de ce que l'amour et le courage peuvent accomplir. Shun et moi avons souvent parlé de révéler cette vérité, mais nous nous sommes toujours retenus, craignant les conséquences. Mais maintenant, je crois qu'il est temps que toute l'histoire soit racontée. En ces jours désespérés à Kona, nous ne travaillons pas seulement pendant les heures de bureau. Chaque soir, une fois la foule partie, Shun et moi retournions au consulat. Nous travaillions à la lueur des bougies, les mains crampes, les yeux tendus dans la pénombre. Nous avons créé des visas supplémentaires en utilisant tous les formulaires vierges que nous pouvions trouver, réutilisant même les numéros lorsque nous en manquions. Nous avons contacté tous nos contacts diplomates d'autres pays, membres de la résistance clandestine, tous ceux qui pouvaient nous aider. Nous avons créé un réseau d'espoir qui s'étend au-delà des frontières et des océans. Il y avait des soirs où nous pensions être découverts. Chaque coup à la porte, chaque bruit étrange dans la rue faisait battre notre cœur. Mais nous avons continué, poussés par les visages de ceux que nous avions vus, les histoires que nous avions entendues. Je me souviens d'une nuit, quelques jours seulement avant que nous devions quitter Kona. Shun se tourna vers moi, le visage décharné par la fatigue, les yeux rouges de manque de sommeil. « Yukiko, dit-il, ce que nous faisons, c'est plus grand que nous. C'est plus grand que le Japon, plus grand que cette guerre. Nous luttons pour l'avenir de l'humanité elle-même. À ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui nous arrivait, quelles que soient les conséquences auxquelles nous pourrions être confrontés, nous faisions la bonne chose. Au moment où j'écris ces mots, je peux presque sentir la présence de Shun à mes côtés, me poussant à partager notre histoire. Le monde le connaît comme un héros qui a sauvé des milliers de personnes. Mais la vérité est encore plus extraordinaire. Un homme, une femme, armés de rien d'autre qu'un stylo, du papier et un sens moral inébranlable, ont réussi à sauver non seulement des milliers, mais des centaines de milliers de vies. J'espère que lorsque cette vérité sera révélée, elle inspirera les autres à agir avec courage et compassion, même dans les moments les plus sombres. Car c'est dans de tels moments que la véritable force de l'esprit humain brille le plus. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Les historiens, les gouvernements et les descendants des personnes sauvées se sont précipités pour vérifier cette affirmation. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, la véritable ampleur des actions des Sugihara est apparue au grand jour, modifiant à jamais notre compréhension de cette opération de sauvetage historique. Des chercheurs d'universités du monde entier ont formé un groupe de travail commun, se consacrant à découvrir toute l'étendue du travail des Sugihara. Ils se sont penchés sur d'anciens dossiers, recoupant les numéros de visa, les manifestes des passagers et les comptes des réfugiés. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Les Sugihara avaient en effet travaillé avec un groupe clandestin de diplomates, de résistants et de simples citoyens qui avaient tous joué un rôle dans cette opération de sauvetage monumentale. Ce réseau, qui s'étendait sur tous les continents, avait travaillé sans relâche pour assurer la sécurité de ceux qui fuyaient les persécutions nazies. Le docteur Sarah Goldstein, historienne à l'Université hébraïque de Jérusalem, a dirigé l'équipe de recherche. Ce que nous avons découvert est tout simplement miraculeux, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse diffusée dans le monde entier. Les Sugihara n'ont pas seulement contourné les règles, ils les ont entièrement réécrites. Ils ont créé une sorte de chemin de fer clandestin, utilisant toutes les ressources à leur disposition pour sauver autant de vies que possible. Une à une, de nouvelles histoires ont émergé, toutes plus incroyables les unes que les autres. Il y avait le récit de la famille Rosenberg,
qui avaient reçu des visas avec des numéros apparemment en double, leur permettant de s'échapper quelques heures seulement avant l'arrivée des nazis dans leur ville. Nous nous sommes toujours interrogés sur ces visas, a déclaré Jacob Rosenberg, aujourd'hui octogénaire. Ils étaient différents des autres, mais nous n'avons jamais remis cela en question. Nous étions simplement reconnaissants d'être en vie. Maintenant nous le savons, Sugihara prenait d'énormes risques, allant même jusqu'à falsifier des documents, pour nous sauver. Il y a ensuite eu le témoignage du capitaine Hideaki Tanaka, un officier de la marine marchande japonaise qui avait commandé un navire pendant la guerre. Dans une interview enregistrée découverte dans les archives du musée maritime japonais, Tanaka a parlé de voyages nocturnes clandestins. Nos navires étaient remplis au-delà de leur capacité, avait déclaré Tanaka, la voix chargée d'émotions même des décennies plus tard. Nous avons navigué dans l'obscurité, nos ponts étaient remplis de réfugiés munis de visas Sugihara. Je savais que nous enfreignions le droit maritime, mais comment pourrions-nous les refouler? Sugihara leur avait donné de l'espoir, et nous devions aller jusqu'au bout. En creusant plus profondément, les chercheurs ont découvert un vaste réseau de refuges à travers l'Europe et l'Asie, tous liés aux opérations des Sugihara. Dans les greniers, les sous-sols et les pièces cachées, les familles avaient hébergé ceux qui fuyaient la persécution, toutes liées par le mince fil d'espoir que représentaient les visas de Shun Sugihara. En Pologne, des archéologues fouillant un site près de l'ancien ghetto de Varsovie ont fait une découverte surprenante. Cachés sous le plancher d'une vieille maison, ils ont trouvé une case de documents, lettres, photographies et notes de journal, tous liés à l'opération de sauvetage de Sugihara. Parmi les papiers se trouvait une photographie décolorée de Shun Sugihara, griffonnée au dos en yiddish. Souviens-toi de ce visage. Il est notre ange gardien. La photo est passée de main en main, un talisman d'espoir pour ceux qui attendent encore leur chance de s'échapper. À mesure que l'ampleur des actions des Sugihara devenait claire, l'impact sur le monde fut profond. Le nombre de vies touchées par leur courage était stupéfiant. Des communautés entières, de New York à Tel Aviv, de Sydney à Toronto, font remonter leur existence à ces jours fatidiques de Kona. Dans le Lower East Side de New York, un quartier connu depuis longtemps pour son héritage juif, un rassemblement communautaire a eu lieu en l'honneur des Sugihara. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans une synagogue locale, beaucoup tenant des bougies et des photographies de leurs ancêtres sauvés par le diplomate japonais. Le rabbin David Stern, dont les grands-parents avaient fui la Lituanie avec des visas Sugihara, s'est adressé à la foule. Nous sommes ici aujourd'hui, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que témoignage vivant du pouvoir de la compassion, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans la salle comble. Chacun de nous représente non seulement une vie sauvée, mais des arbres généalogiques entiers qui ont pu croître et s'épanouir. Nous sommes le fruit du courage des Sugihara. Des rassemblements similaires ont eu lieu partout dans le monde. À Melbourne, en Australie, un groupe de survivants et leurs descendants ont organisé un Sabbat Sugihara, consacrant leurs prières hebdomadaires à la mémoire de l'homme qui les avait sauvés. À Toronto, une fresque murale a été commandée, représentant Shun et Yukiko Sugihara entourés d'une mer de visages, les générations que leurs actions ont rendu possibles. L'histoire de Shun et Yukiko Sugihara est devenue plus qu'une simple histoire d'héroïsme en temps de guerre. C'est devenu un témoignage de la puissance de l'action individuelle face à un mal écrasant. Il a incité les gens du monde entier à réfléchir à ce qu'ils feraient dans une situation similaire, à examiner leur propre courage moral. En Israël, où l'impact des actions des Sugihara s'est peut-être fait sentir le plus durement, la réponse a été particulièrement puissante. Une nouvelle, elle a été ajoutée à Yad Vashem, le centre mondial de mémoire de l'Holocauste à Jérusalem, dédié à honorer les Sugihara et à documenter toute l'étendue de leur opération de sauvetage. L'aile Sugihara, comme on l'appelait, était une merveille de conception de musée moderne. Les visiteurs entraient par une reconstitution du consulat de Kona, doté de meubles d'époque et du bureau où Sugihara avait rédigé des milliers de visas. En parcourant l'exposition, ils ont été confrontés aux visages et aux histoires de ceux qui avaient été sauvés. L'une des installations les plus puissantes était l'arbre de vie, une sculpture imposante située au centre de l'aile. Ses branches contenaient des milliers de feuilles, chacune portant le nom d'une personne ou d'une famille sauvée par les Sugihara. Les visiteurs pouvaient toucher une feuille, ce qui illuminait un écran à proximité avec des photos et des histoires des descendants de cette famille. C'est bouleversant, a déclaré Emma Cohen, une visiteuse de Londres, alors qu'elle se tenait devant l'arbre. Voir le grand nombre de vies touchées, se rendre compte que chaque feuille représente des générations entières,
C'est un puissant rappel de l'impact que peuvent avoir les choix d'une personne. L'aile Sugihara est rapidement devenue l'un des quartiers les plus visités de Yad Vashem, avec des visiteurs du monde entier venus découvrir ce chapitre extraordinaire de l'histoire de l'Holocauste. Des groupes scolaires, des diplomates et des dirigeants mondiaux ont tous fait des pèlerinages sur le site, chacun repartant avec un sentiment renouvelé du pouvoir de l'action individuelle. Au Japon, où les actions de Sugihara ont longtemps été une source d'émotions complexes, un jugement national a été lancé. Pendant des années, Sugihara était une figure controversée dans son pays d'origine. Sa désobéissance aux ordres du gouvernement avait été considérée par certains comme une tâche sur le corps diplomatique japonais. Mais maintenant, à la lumière de l'ampleur de ses actions, cette perception changeait rapidement. Le gouvernement japonais a présenté des excuses officielles pour le traitement réservé à Sugihara après la guerre. Le premier ministre Yoshihide Suga, dans un discours télévisé à la nation, a évoqué la nécessité d'honorer l'héritage de Sugihara. Shun Sugihara a démontré le meilleur des valeurs japonaises, la compassion, l'honneur et le courage de défendre ce qui est juste, a déclaré Suga. Nous n'avons pas réussi à reconnaître son héroïsme de son vivant. Aujourd'hui, nous corrigeons cette erreur. Les actions de Sugihara-san seront à jamais une source de fierté pour le Japon. Le gouvernement a annoncé une série d'initiatives pour honorer la mémoire de Sugihara. Son histoire est devenue un élément obligatoire des programmes scolaires à travers le Japon. Un musée national dédié à sa vie et à son œuvre a été créé à Tokyo, présentant des expositions interactives permettant aux visiteurs de ressentir la pression et les dilemmes moraux auxquels Sugihara était confronté. Peut-être plus important encore, le ministère japonais des Affaires étrangères a créé le corps diplomatique Sugihara. Ce groupe d'élite de diplomates était spécialement formé à la prise de décisions éthiques et chargé de promouvoir les droits de l'homme et les valeurs humanitaires dans les relations internationales du Japon. Nous voulons créer une génération de diplomates qui incarnent l'esprit de Sugihara, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi lors du lancement du programme. Des diplomates qui comprennent que parfois, faire ce qui est juste signifie aller au-delà de la lettre de la loi. L'impact de l'histoire des Sugihara s'est étendu bien au-delà du Japon et d'Israël. Partout dans le monde, les gens ont été captivés par cette histoire de courage et de compassion. Les diplomates internationaux ont cité les Sugihara comme exemple de leadership moral en temps de crise. Leur histoire a été évoquée dans les discussions sur les crises de réfugiés modernes, rappelant l'impact profond que l'action individuelle peut avoir face à l'injustice systémique. Au siège des Nations Unies à New York, une session spéciale a été convoquée pour discuter des leçons de l'histoire de Sugihara. Des diplomates du monde entier se sont réunis pour réfléchir aux implications de cet acte héroïque pour les relations internationales modernes. Dans un monde où nous nous sentons trop souvent impuissants face à des crises à grande échelle, les Sugihara nous rappellent le pouvoir de l'action individuelle, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ils nous mettent au défi de nous demander « Que ferions-nous dans une situation similaire ?» Et plus important encore, que faisons-nous maintenant face aux crises humanitaires de notre époque? La session a abouti à la création de l'initiative Sugihara, un programme des Nations Unies conçu pour reconnaître et soutenir les diplomates et les fonctionnaires qui prennent des mesures extraordinaires pour protéger les droits de l'homme, souvent au péril de leur vie. Mais l'héritage le plus puissant a peut-être été ressenti dans la vie des descendants de ceux que les Sugihara avaient sauvés. Partout dans le monde, des gens ont raconté comment leur famille avait survécu grâce à un visa délivré à Kona au cours de l'été 1940. Il y avait Michael Silverstein, un chirurgien cardiaque renommé de Boston, qui avait mis au point des techniques de sauvetage qui avaient aidé des milliers de personnes. Sans les Sugihara, a-t-il déclaré dans une interview devenue virale sur les réseaux sociaux. Je ne serais pas là. Les vies que j'ai sauvées grâce à mon travail font aussi partie de leur héritage. L'histoire de Silverstein a déclenché un mouvement. Inspirés par ces paroles, d'autres descendants de bénéficiaires de visa Sugihara ont commencé à partager leurs propres histoires d'impact. Un site web, Sugihara's Legacy, a été créé pour recueillir ces récits. En quelques mois, il avait rassemblé des milliers de candidatures du monde entier. Il y avait Anna Friedman, une spécialiste de l'environnement en Californie, dont les recherches sur les technologies de l'eau propre aidaient les communautés des pays en développement. Mon grand-père m'a toujours dit que nous avions la responsabilité de tirer le meilleur parti de la vie qui nous avait été donnée, a-t-elle déclaré. Les Sugihara nous ont donné cette chance, et je ressens le devoir de la donner aux suivants. Dans une petite ville d'Israël, Sarah Levin, une enseignante de 3e année, se tenait devant sa classe et leur parlait de son grand-père.
Il n'était qu'un garçon lorsqu'il a reçu un visa de M. Sugihara, a-t-elle expliqué. Ce visa ne lui a pas seulement sauvé la vie. Il a sauvé la mienne ainsi que la vôtre. Parce que beaucoup d'entre vous sont ici, parce que vos familles ont été sauvées par le même homme. Le plan de leçon de Levin s'est répandu d'abord dans tout Israël, puis à l'échelle internationale. Les écoles du monde entier ont commencé à intégrer l'histoire de Sugihara dans leur programme, l'utilisant comme point de départ de discussion sur le courage moral, la compassion et le pouvoir de l'action individuelle. Les répercussions des actions des Sugihara étaient incalculables. Les scientifiques qui ont développé des vaccins, les artistes qui ont créé des œuvres qui ont touché des millions de personnes, les dirigeants qui ont façonné les politiques et changé des vies, tous doivent leur existence au visa délivré à Kona. Alors que le monde était aux prises avec cette compréhension élargie de l'héroïsme des Sugihara, une nouvelle appréciation du pouvoir de l'action individuelle a émergé. Les gens ont commencé à se demander « Qu'aurais-je fait à la place de Sugihara ?» Et plus important encore, « Que puis-je faire aujourd'hui, dans ma propre vie, pour défendre ce qui est juste ?» L'histoire a déclenché un mouvement mondial de compassion et de courage moral. Des gens du monde entier, inspirés par les Sugihara, ont commencé à agir dans leur propre communauté. Ils ont fait du bénévolat dans des centres de réfugiés, ont dénoncé l'injustice et ont cherché des moyens de faire une différence dans la vie des autres. Au Japon, un groupe de jeunes diplomates a formé l'initiative Sugihara, dédiée à la promotion du leadership moral dans les relations internationales. Ils ont plaidé en faveur de politiques plus humaines envers les réfugiés et ont travaillé à construire des ponts entre les nations. Keiko Tanaka, l'une des membres fondatrices de l'initiative, a parlé de l'impact que l'histoire de Sugihara a eu sur son choix de carrière. En grandissant, j'ai toujours pensé que la diplomatie consistait à suivre des règles, a-t-elle déclaré. Mais Sugihara-san nous a montré que la vraie diplomatie consiste à suivre sa conscience. C'est le genre de diplomate que je veux être. L'initiative a gagné du terrain et s'est étendue au corps diplomatique du monde entier. De jeunes diplomates dans des pays allant de la Suède à l'Afrique du Sud ont commencé à former leur propre section, chacune se consacrant à la promotion des valeurs de Sugihara dans leur travail. En Lituanie, le site de l'ancien consulat du Japon à Kona a été transformé en musée et centre éducatif. Des visiteurs du monde entier sont venus se tenir à l'endroit même où Sugihara avait rédigé ses visas salvateurs, pour réfléchir au pouvoir d'une seule personne de changer le cours de l'histoire. Le musée est devenu une sorte de lieu de pèlerinage, attirant des personnes de tous horizons. Les dirigeants du monde ont effectué des visites officielles, les écoles ont organisé des voyages et des individus sont venus rendre hommage et trouver l'inspiration. Un moment particulièrement émouvant est survenu lorsqu'un groupe de jeunes Japonais et Juifs se sont rencontrés au musée dans le cadre d'un programme d'échange. Ensemble, ils ont lu des écrits de Sugihara et ont discuté de la manière dont son héritage pourrait éclairer leur propre vie et leurs choix. Debout ici, dans cet endroit où tant de vies ont été sauvées, je ressens une grande responsabilité, a déclaré Yuki Sato, un lycéen de Tokyo. Le courage de Sugihara-san me met au défi de réfléchir à la façon dont je peux faire une différence à ma manière. L'histoire de Shun et Yukiko Sugihara est devenue une lueur d'espoir dans un monde souvent assombri par les conflits et le désespoir. Cela a rappelé aux gens que même face à un mal écrasant, il y a toujours un choix. Cette compassion, ce courage et cette conviction morale peuvent ouvrir la voie à travers les moments les plus sombres. Au fil des années, la légende des Sugihara n'a fait que grandir. Des livres ont été écrits, des films ont été réalisés et leur histoire a été racontée et redite partout dans le monde. Mais plus encore, leur héritage s'est perpétué dans les actions de gens ordinaires, inspirés par leur exemple pour défendre ce qui est juste, pour aider ceux qui en ont besoin, pour être une lumière dans les ténèbres. En 2021, à l'occasion du 80e anniversaire des actions salvatrices de Sugihara, une commémoration mondiale a eu lieu. Dans les villes du monde entier, les gens se sont rassemblés pour honorer la mémoire des Sugihara et réfléchir à la pertinence de leur courage. À New York, 1 millier de grues en origami ont été lâchés dans Central Park, chacune portant le nom d'une famille sauvée par Sugihara. À Tokyo, une veillée aux chandelles a eu lieu devant le ministère des Affaires étrangères, les participants s'engageant à perpétuer l'héritage de compassion de Sugihara. Mais la cérémonie la plus poignante a peut-être eu lieu à Kona même. Sur la place devant l'ancien consulat japonais, aujourd'hui musée de la maison Sugihara, une foule diversifiée s'est rassemblée. Il y avait des descendants de ceux que Sugihara avait sauvés, des diplomates japonais, des responsables lituaniens et des personnes simplement émues par l'histoire des Sugihara.
Alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la foule, Nobuki Sugihara, le fils de Shun, s'est adressé à l'Assemblée. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Nobuki a consacré sa vie à partager l'histoire de son père et à promouvoir la compréhension entre les cultures. Mon père n'a jamais cherché à être reconnu pour ses actes, a déclaré Nobuki, d'une voix forte malgré son âge. Il a simplement fait ce qu'il croyait être juste. Mais aujourd'hui, alors que je regarde chacun d'entre vous, des gens de différentes nations, de différentes confessions, de différents horizons, je vois le véritable pouvoir de son héritage. Nobuki fit une pause, ses yeux scrutant la foule. Dans un monde qui semble souvent divisé, l'histoire de mon père nous rappelle notre humanité commune. Elle nous montre que la compassion ne connaît pas de frontières, que le courage peut vaincre la peur, qu'une seule personne peut réellement faire la différence. Pendant que Nobuki parlait, un silence tomba sur la place. Les gens se penchaient, s'accrochant à chaque mot, ressentant dans une égale mesure le poids de l'histoire et la promesse de l'avenir. L'histoire de mon père ne concerne pas seulement le passé, a poursuivi Nobuki. Il s'agit des choix que nous faisons chaque jour. Il s'agit de voir l'humanité les uns dans les autres, d'avoir le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de reconnaître que nous avons tout le pouvoir de changer des vies, de façonner histoire. Alors que les paroles de Nobuki retentissaient, de nombreuses personnes dans la foule étaient émues jusqu'aux larmes. C'étaient des larmes de gratitude pour les vies sauvées, des larmes d'admiration pour le courage affiché, mais aussi des larmes d'espoir, l'espoir qu'eux aussi pourraient faire une différence dans le monde. La cérémonie s'est terminée par un geste symbolique puissant. Les participants ont reçu de petites plantes, des plants de sakura, ou cerisiers en fleurs, symbole du renouveau et de la nature éphémère de la vie dans la culture japonaise. Ces plants devaient être plantés partout dans le monde, un mémorial vivant de l'héritage des Sugihara. À mesure que ces arbres grandissent, a déclaré Nobuki, puissent-ils nous rappeler les graines de compassion que mes parents ont plantées, et puissions-nous tous nourrir ces graines dans nos propres vies. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les réseaux sociaux ont été inondés d'images de personnes plantant leurs plants de sakura. Des banlieues de Melbourne aux montagnes du Pérou, de la bouillonnante Tokyo à la campagne du Kenya. Ces arbres ont pris racine, une forêt mondiale de souvenirs et d'espoir. Les commémorations du 80e anniversaire ont servi de catalyseur, ravivant l'intérêt pour l'histoire des Sugihara et déclenchant de nouvelles initiatives pour perpétuer leur héritage. Aux États-Unis, un groupe de législateurs a présenté la loi Sugihara, un projet de loi visant à réformer et humaniser l'approche du pays à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile. La loi proposait d'augmenter les quotas de réfugiés, de rationaliser la procédure d'asile et de fournir davantage de soutien aux efforts de réinstallation. Les Sugihara nous ont montré que lorsque nous ouvrons nos portes à ceux qui en ont besoin, nous enrichissons nos propres sociétés, a déclaré la sénatrice Maria Rodriguez, l'une des marraines du projet de loi. Cet acte vise à respecter le meilleur de nos valeurs, à être le genre de nation que Shun Sugihara croyait pouvoir être. L'acte s'est heurté à l'opposition, mais ses partisans se sont inspirés de la persévérance de Sugihara. Ils ont partagé des histoires de vies sauvées et de contributions apportées par les réfugiés à travers l'histoire. Lentement mais sûrement, l'opinion publique a commencé à changer. En Europe, où la crise des réfugiés était depuis longtemps une question controversée, l'histoire de Sugihara a fourni un nouveau cadre de discussion. Les décideurs politiques et les citoyens ont commencé à considérer la situation non seulement comme un défi politique ou économique, mais aussi comme un impératif moral. L'Union européenne a lancé le programme d'intégration des réfugiés Sugihara, une initiative globale visant à aider les réfugiés à se construire une nouvelle vie. Le programme offrait une formation linguistique, une aide au placement professionnel et un soutien à l'intégration communautaire, tous conçus pour aider les réfugiés à devenir des membres actifs et contribuant à leur nouvelle société. Nous nous sommes demandé que ferait Sugihara, a déclaré la commissaire européenne Helena Bergström lors du lancement du programme. La réponse était claire, il accueillerait ces personnes à bras ouverts et les aiderait à reconstruire leur vie. C'est exactement ce que nous souhaitons faire. Pendant ce temps, dans le monde de l'entreprise, un nouveau mouvement prenait forme. Inspiré par le courage de Sugihara à défier les ordres injustes, un groupe de chefs d'entreprise a lancé le principe de Sugihara, un engagement à donner la priorité aux considérations éthiques dans la prise de décision, même lorsqu'elles peuvent entrer en conflit avec les profits à court terme ou la sagesse commerciale conventionnelle.
Les entreprises qui ont signé le principe Sugihara se sont engagées à respecter une série de pratiques éthiques, allant de la garantie de conditions de travail équitables tout au long de leur chaîne d'approvisionnement à la prise de mesures actives pour réduire leur impact environnemental. Ils se sont également engagés à créer des mécanismes internes qui protégeraient et soutiendraient les employés qui dénonceraient des pratiques contraires à l'éthique. Shun Sugihara nous a montré que le courage moral face à l'injustice systémique peut changer le monde, a déclaré Jamal Nasser, PDG d'une entreprise multinationale de technologie et l'un des fondateurs du principe Sugihara. Dans le monde des affaires, nous sommes confrontés quotidiennement à des dilemmes éthiques. Le principe Sugihara est notre engagement à toujours nous efforcer de faire ce qui est juste et pas seulement ce qui est rentable. L'initiative a rapidement fait son chemin. En un an, plus d'1 millier d'entreprises sur 6 continents avaient signé cet engagement. Cela a déclenché un débat plus large sur la responsabilité des entreprises et le rôle des entreprises face aux défis mondiaux. Dans le domaine de l'éducation, l'histoire de Sugihara est devenue un outil puissant pour enseigner l'éthique, l'histoire et la responsabilité civique. Les écoles du monde entier ont intégré les actions des Sugihara dans leurs programmes, les utilisant comme tremplin pour discuter de la prise de décision morale, des conséquences des préjugés et du pouvoir de l'action individuelle. La Sugihara Educational Foundation, créée par une coalition d'éducateurs et d'historiens, a élaboré un guide pédagogique complet. Il comprenait des plans de cours, des activités interactives et des ressources permettant aux enseignants de partager efficacement l'histoire des Sugihara et sa pertinence contemporaine. Un aspect particulièrement innovant du programme était la simulation Sugihara, un exercice de jeu de rôle immersif qui mettait les étudiants à la place de Sugihara. Les participants ont dû faire face aux dilemmes éthiques complexes auxquels ils étaient confrontés, prenant des décisions sous pression et aux prises avec les conséquences potentielles de leur choix. C'est une chose de lire les décisions de Sugihara dans un manuel, a déclaré Léa Goldstein, une enseignante du secondaire à Chicago qui a mis en œuvre la simulation. C'est une toute autre chose de ressentir soi-même le poids de ses décisions. Cet exercice fait vraiment ressortir la réalité de ce à quoi Sugihara a été confronté et il met les étudiants au défi de réfléchir profondément à leur propre boussole morale. L'impact de ces initiatives éducatives a été profond. Les étudiants qui ont participé à l'histoire de Sugihara ont fait état d'un plus grand sentiment d'empathie, d'un engagement plus fort à lutter contre l'injustice et d'une compréhension plus profonde des complexités de la prise de décision morale. Dans le domaine des arts, l'histoire des Sugihara a continué d'inspirer les créateurs du monde entier. Dramaturges, cinéastes, romanciers et artistes ont tous trouvé de nouvelles façons d'explorer et d'exprimer les thèmes du courage, de la compassion et de la conviction morale incarnée par Shun et Yukiko. Un exemple frappant est The Consul's Pen, une pièce acclamée par la critique qui a fait ses débuts à Broadway avant de faire une tournée internationale. La pièce ne se concentre pas seulement sur les actions de Sugihara à Kona, mais aussi sur les années qui ont suivi, sa lutte contre les conséquences de ses choix, les difficultés de sa famille et sa justification finale. Nous voulions montrer toute l'histoire humaine, a déclaré le dramaturge Marcus Chen. L'héroïsme de Sugihara à Kona était extraordinaire, tout comme sa dignité tranquille face à l'adversité dans les années qui ont suivi. Cela nous rappelle que le courage moral n'est pas qu'un grand geste, c'est un engagement de toute une vie. La pièce a touché une corde sensible auprès du public du monde entier. Sa diffusion à Tokyo a été particulièrement poignante, avec de nombreux spectateurs quittant la salle visiblement émus, aux prises avec des émotions complexes concernant l'histoire de leur pays et leur propre responsabilité morale. Dans le monde des arts visuels, le Sugihara International Art Prize a été créé, appelant à des œuvres explorant les thèmes du courage moral, de la compassion et des droits de l'homme. L'exposition inaugurale, organisée simultanément dans des galeries de New York, Tokyo et Tel Aviv, présentait un éventail étonnant de peintures, sculptures et installations multimédia inspirées de l'héritage des Sugihara. L'une des œuvres dont on a le plus parlé était Visa for Life, une installation à grande échelle de l'artiste brésilienne Isabela Santos. Le travail consistait en des milliers de grues en origami, chacune fabriquée à partir de papier imprimé avec les noms des bénéficiaires du Visa Sugihara. Les grues étaient suspendues sous la forme d'une main géante, une puissante métaphore visuelle du pouvoir vivifiant des actions de Sugihara. À mesure que l'histoire des Sugihara continuait à se propager et à inspirer, elle a également suscité une enquête scientifique plus approfondie. Les historiens, les éthiciens et les spécialistes des sciences sociales se sont penchés sur les conditions qui ont permis aux Sugihara d'agir comme ils l'ont fait, cherchant des leçons susceptibles d'être appliquées aux défis contemporains.
Le docteur Yael Levin, professeur d'éthique à l'Université d'Oxford, a mené une étude approfondie sur les facteurs qui permettent le courage moral face à l'injustice systémique. Ces recherches, qui ont utilisé le cas Sugihara comme exemple central, ont identifié les caractéristiques et circonstances clés qui contribuent à la prise de décision éthique sous pression. Ce que nous avons découvert, a expliqué le docteur Levin dans une conférence TED qui est rapidement devenue virale, c'est que le courage moral n'est pas seulement une qualité innée. C'est quelque chose qui peut être cultivé. L'histoire des Sugihara nous montre à quel point l'empathie, une forte un cadre éthique et un sens de la responsabilité personnelle peuvent permettre aux individus de s'opposer même aux systèmes d'oppression les plus redoutables. Les travaux du docteur Levin ont déclenché une nouvelle vague de recherche sur la psychologie morale et la prise de décision. Des universités du monde entier ont créé des centres d'études du leadership éthique, dont beaucoup sont nommés en l'honneur de Shun et Yukiko Sugihara. À mesure que les universitaires approfondissaient notre compréhension des actions des Sugihara, des praticiens de divers domaines travaillaient à appliquer ces connaissances. Les principes Sugihara de prise de décision éthique, issus de cette recherche, ont commencé à être intégrés dans les programmes de formation destinés aux diplomates, aux chefs d'entreprise et aux fonctionnaires du monde entier. Dans le domaine des relations internationales, l'histoire de Sugihara a continué à résonner, notamment dans les discussions sur le rôle de la diplomatie dans la protection des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a créé la conférence annuelle Sugihara, invitant d'éminents penseurs et dirigeants à réfléchir sur les responsabilités de la communauté internationale face aux crises humanitaires. Lors de la conférence inaugurale, prononcée par Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix, la jeune militante a établi des parallèles puissants entre les actions de Sugihara et les défis contemporains en matière de droits de l'homme. Shun Sugihara était confronté à un choix, a déclaré Malala, sa voix résonnant dans la salle de l'Assemblée de l'ONU. Il pourrait suivre les ordres et protéger sa carrière, ou il pourrait suivre sa conscience et sauver des vies. Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des choix similaires. Quand nous voyons l'injustice, quand nous voyons la souffrance, détournons-nous le regard pour protéger notre confort? Ou est-ce que nous agir, même à leurs dépens, pour aider ceux qui en ont besoin? Ces paroles ont touché une corde sensible, relançant les débats sur la réponse de la communauté internationale aux crises de réfugiés, aux persécutions politiques et aux violations des droits de l'homme dans le monde. Au Japon, l'histoire de Sugihara a continué de susciter une réflexion nationale. Le pays, longtemps aux prises avec l'héritage de ses actions de guerre, a trouvé en Sugihara une figure d'espoir et de rédemption, un rappel de la capacité de courage moral même dans les moments les plus sombres. Le gouvernement japonais, s'appuyant sur ses excuses antérieures, a pris de nouvelles mesures pour honorer l'héritage de Sugihara. Le ministère de l'Éducation a révisé les manuels d'histoire pour accorder une plus grande importance aux actions de Sugihara, les présentant comme un modèle de leadership moral et de responsabilité individuelle. De plus, le gouvernement a créé le programme de bourse internationale Sugihara, offrant des études supérieures entièrement financées aux étudiants originaires de pays touchés par l'Holocauste. Le programme visait à favoriser la compréhension internationale et à former de futurs dirigeants engagés en faveur des droits de l'homme et de la coopération interculturelle. Grâce à ce programme, nous honorons non seulement la mémoire de Sugihara, mais aussi sa vision d'un monde où la compassion transcende les frontières, a déclaré la ministre japonaise de l'Éducation, Keiko Tanaka, lors du lancement du programme. Nous investissons dans un avenir où la prochaine génération de dirigeants sera équipée pour faire le genre de choix courageux que Sugihara a fait. L'impact de l'histoire de Sugihara a continué à se propager de manière inattendue. Dans le monde de la technologie, un groupe d'ingénieurs logiciels, inspirés par l'exemple de Sugihara, ont développé un cadre éthique de l'IA qu'ils l'ont appelé le protocole Sugihara. Cet ensemble de lignes directrices et d'algorithmes a été conçu pour garantir que les systèmes d'intelligence artificielle donneraient la priorité au bien-être humain et aux considérations éthiques dans leur processus décisionnel. Nous nous sommes demandé comment Sugihara aborderait-il les défis éthiques de l'IA, a déclaré le Dr Esha Patel, principale développeuse du protocole. Le résultat est un système qui n'optimise pas seulement l'efficacité ou le profit, mais aussi les droits de l'homme et le bien social. Le protocole Sugihara a rapidement gagné du terrain dans l'industrie technologique, les grandes entreprises l'adoptant dans le cadre de leur processus de développement d'IA. Cela a déclenché une conversation plus large sur l'éthique de la technologie et la responsabilité des développeurs de prendre en compte les implications plus larges de leur travail.
Dans le monde du sport, le Comité international olympique a annoncé la création du prix Sugihara pour le courage moral dans le sport. Cet honneur serait décerné aux athlètes ayant fait preuve d'une conduite éthique exceptionnelle, notamment en s'opposant à la discrimination ou à l'injustice dans le monde du sport. Le premier récipiendaire de ce prix a été la star du football brésilien Carlos Silva, qui a risqué sa carrière en s'exprimant contre le racisme dans le football et en œuvrant pour la promotion de l'inclusion dans ce sport. Lors de la cérémonie de remise des prix, Silva a expliqué comment la connaissance de Sugihara avait influencé ses propres actions. Sugihara nous a montré que parfois, être un héros signifie simplement faire ce qu'il faut, même si c'est difficile, a déclaré Silva. À ma manière, j'ai essayé de suivre son exemple. Si nous faisons tout cela, quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons, imaginez à quel point le monde pourrait être meilleur. Au fil des années, l'histoire de Sugihara a continué d'évoluer et de trouver une nouvelle pertinence. Les militants du climat ont cité Sugihara comme exemple du genre de courage moral nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Les défenseurs de la santé mentale ont établi des parallèles entre les actions de Sugihara et l'importance de la résilience morale dans le maintien du bien-être psychologique. En 2025, à l'occasion du 85e anniversaire des actions salvatrices de Sugihara, un événement mondial appelé 85 heures pour l'humanité a été organisé. Pendant 85 heures consécutives, des gens du monde entier se sont livrés à des actes de gentillesse et de courage moral inspirés par l'héritage des Sugihara. L'événement a donné lieu à un élan de compassion d'une ampleur rarement vue auparavant. Dans des centaines de villes, des bénévoles ont organisé des collectes de nourriture, nettoyé les quartiers, rendu visite aux aînés seuls et accueilli des réfugiés. D'autres ont profité de cette période pour dénoncer l'injustice dans leur communauté, dénoncer la discrimination, contester les politiques injustes et défendre ceux dont les voix restent souvent ignorées. Les réseaux sociaux ont été inondés d'histoires de ces actes, petits et grands, chacun étiqueté avec le hashtag DS85 Hours for Humanity. L'événement a pris une ampleur mondiale, diffusant l'histoire des Sugihara à des millions de personnes qui ne l'avaient jamais entendue auparavant et inspirant d'innombrables actes de gentillesse et de courage. Une histoire particulièrement émouvante a émergé d'une petite ville rurale d'Amérique. Un groupe de lycéens, inspiré par l'exemple de Sugihara, a décidé de s'élever contre le harcèlement dans leur école. Ils ont organisé une campagne de gentillesse, faisant tout leur possible pour inclure les élèves isolés, lutter contre les comportements discriminatoires et créer un environnement scolaire plus accueillant. Nous ne sauvons pas des milliers de vies, comme Sugihara l'a fait, a déclaré Emma Chen, l'une des étudiantes organisatrices. Mais nous avons réalisé que nous pouvons faire une réelle différence dans notre propre communauté. L'histoire de Sugihara nous a montré que le changement commence par des actions individuelles. L'initiative des étudiants a attiré l'attention des médias nationaux, déclenchant des mouvements similaires dans les écoles de tout le pays. C'était un rappel puissant que l'héritage des Sugihara pouvait inspirer un changement positif même dans les situations quotidiennes. À la fin de l'événement 85 heures pour l'humanité, les universitaires et les commentateurs ont réfléchi au pouvoir durable de l'histoire de Sugihara. Pourquoi, se demandait-il, cette histoire de courage moral d'il y a 85 ans continue-t-elle à résonner avec autant de force? Le Dr Michael Goldstein, professeur d'études culturelles à l'Université de Californie, a proposé un point de vue dans un essai largement partagé. L'histoire de Sugihara part de quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, écrit-il. Cela nous rappelle notre capacité de compassion, même dans les moments les plus sombres. Cela nous met au défi de réfléchir à ce que nous ferions dans une situation similaire. Mais plus que cela offre de l'espoir. Dans un monde qui semble souvent écrasant par sa complexité et ses problèmes, Sugihara nous montre que les actions individuelles comptent. Qu'une seule personne, choisissant de faire ce qui est juste, peut changer le cours de l'histoire. En effet, alors que le monde est confronté à des défis permanents, de la crise des réfugiés au changement climatique, de la polarisation politique au bouleversement technologique, l'histoire de Sugihara continue d'offrir une lueur d'espoir et un appel à l'action. Cela a incité les diplomates à plaider en faveur de politiques plus humaines, même lorsque cela était politiquement impopulaire. Cela a motivé les chefs d'entreprise à donner la priorité aux considérations éthiques plutôt qu'aux profits à court terme. Il encourage les citoyens ordinaires à s'élever contre l'injustice dans leur communauté, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à incarner le changement qu'ils souhaitent voir dans le monde.
L'histoire de Shun et Yukiko Sugihara a transcendé son contexte historique pour devenir une parabole universelle de courage moral et de compassion humaine. Cela a rappelé que même face à un mal écrasant et à une apparente impuissance, les individus ont le pouvoir de faire la différence. Comme Nobuki Sugihara, le fils de Shun, le disait souvent dans ses discours. L'héritage de mon père ne se limite pas à ce qu'il a fait au cours de cet été 1940. Il s'agit également de ce que chacun de nous choisit de faire chaque jour. Il s'agit de voir l'humanité en chacun. D'autre part, avoir le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de reconnaître que nous avons tout le pouvoir de changer des vies, de façonner l'histoire. Ainsi, l'histoire des Sugihara perdure non seulement dans les livres d'histoire et les musées, mais aussi dans le cœur et les actions des gens du monde entier. Ils continuent de nous mettre au défi, de nous inspirer, de nous appeler à donner le meilleur de nous-mêmes. Dans un monde qui semble souvent divisé et plein de conflits, l'héritage de Shun et Yukiko Sugihara témoigne du meilleur de l'humanité. Cela nous rappelle que les frontières, les nationalités et les idéologies ne sont rien en comparaison des liens de notre humanité commune. En fin de compte, la force la plus puissante au monde n'est pas la haine ou la peur, mais l'amour et la compassion. Alors que nous sommes confrontés aux défis de notre époque, l'histoire des Sugihara nous appelle à l'action. Il nous demande de réfléchir. Quelle sera notre réponse aux grandes questions morales de notre époque? Comment utiliserons-nous notre propre plume, notre propre voix, nos propres mains pour façonner un monde meilleur? En fin de compte, l'histoire des Sugihara ne concerne pas seulement ce qui s'est passé à Kona au cours de l'été 1940. Il s'agit de ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos actions chaque jour. Il s'agit du choix auquel nous sommes tous confrontés, petits et grands, de défendre ce qui est juste, d'aider ceux qui en ont besoin, d'être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Alors que nous clôturons ce chapitre de l'extraordinaire récit des Sugihara, portons la flamme de leur courage et de leur compassion. N'oublions pas que dans les moments les plus sombres, une seule personne peut faire la différence. Que l'amour est plus fort que la haine, que l'espoir est plus puissant que la peur et que l'esprit humain, lorsqu'il est guidé par la compassion et le courage moral, peut vaincre même le plus grand des maux. L'héritage de Shun et Yukiko Sugihara perdure non seulement dans les musées et les livres d'histoire, mais aussi dans le cœur et dans les actions des personnes du monde entier qui choisissent, chaque jour, de défendre ce qui est juste. Ce faisant, ils honorent non seulement la mémoire de deux individus extraordinaires, mais aussi le meilleur de notre humanité commune. Alors que nous sommes confrontés aux défis de notre époque, demandons-nous, que feraient Shun et Yukiko? Et surtout, que ferons-nous? Car en fin de compte, leur histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l'avenir que nous choisissons de créer, un acte de courage et de compassion à la fois. Fin.